Penser Alors aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est repenser en profondeur ce que c'est que le savoir. le monde. There'll be some swapping of territories. Dans ce moment-là, la France est regardée. Penser le monde, quand les actualités politiques se confrontent à la philosophie. Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris. Bonjour, c'est Nordine. Bienvenue dans Penser le monde. Je vous propose avec cette émission d'analyser l'actualité politique, nationale et internationale, en utilisant des théories philosophiques. En première partie d'émission, je vous présente une actualité, puis je la décrypte à travers le filtre d'un concept ou d'une thèse en philosophie politique. En seconde partie d'émission, j'accueille un invité issu du monde de la recherche universitaire, prof ou doctorant, afin qu'il nous présente ses travaux et essaye d'appliquer ses thématiques de recherche sur l'actualité que nous décryptons dans l'épisode. Dans notre premier épisode du mois d'octobre, nous avions accueilli Anna Lombert, maîtresse de conférences à Paris 8, spécialisée dans la pensée de Bernard Stiegler et Simondon, afin de discuter du rapport des députés français sur les dangers de TikTok. Aujourd'hui, malheureusement, notre invité n'a pu participer à l'émission. Par conséquent, je vous propose tout d'abord d'analyser philosophiquement notre actualité du jour, qui sera les débats et votes à l'Assemblée nationale sur la suspension de la réforme des retraites. Nous utiliserons le concept de biopolitique développé par Foucault pour nous demander si la difficulté pour l'État français à financer le système de protection sociale ne signifie pas une fragilisation de sa légitimité à gouverner la population. En deuxième partie, je vous propose, après cette analyse, d'écouter le cours au Collège de France de Michel Foucault, datant de mars 1976, au sein duquel le philosophe déploie et explique son concept de biopolitique. J'en commenterai 4 extraits afin de nous permettre de mieux comprendre par quelles étapes le pouvoir étatique s'est transformé pour passer d'un mode de gouvernance traditionnel à aujourd'hui un mode de gouvernance biopolitique qui se donne pour mission de gérer rationnellement une population. Penser le monde. Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris. Entrons donc dans l'analyse philosophique de notre actualité politique. Aujourd'hui, nous étudierons le vote de la suspension de la réforme des retraites, votée à l'Assemblée nationale ce mercredi 12 novembre. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, afin d'éviter une censure des députés socialistes, avait annoncé mi-octobre, lors de son discours de politique générale à l'Assemblée, que son gouvernement accepterait de suspendre la réforme des retraites. Cette réforme, adoptée par Elisabeth Borne en mars 2023, avec l'article 49.3 très contesté par l'opposition, devait faire monter l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Pour mettre en place sa promesse de suspension, le gouvernement a donc déposé ce mercredi 12 novembre à l'Assemblée un amendement dans le cadre du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale, ou PLFSS. Les députés ont validé l'amendement à 255 voix pour, 146 voix contre. Grâce à cet amendement, l'âge légal de la retraite est reporté d'1 à 3 trimestres pour les personnes nées entre 1964 et 1968. Par exemple, pour une personne née en 1965, son âge de départ à la retraite avec la réforme était 63 ans et 3 mois. Tandis qu'avec la suspension, son départ pourra se faire à 62 ans et 9 mois, soit 2 trimestres plus tôt. Assez bonne nouvelle donc pour les travailleurs français concernés. Cependant, le budget de la sécurité sociale voit son déficit financier se creuser avec cette mesure. Et l'Assemblée tente désormais de trouver des mesures de rééquilibrage budgétaire. La semaine dernière, les députés ont ainsi voté pour une hausse de la CSG, c'est-à-dire de la taxe sur les revenus du capital, qui passe de 9,2% à 10,6%. En revanche, la hausse de taxes pour les complémentaires santé, ainsi que le gel des pensions de retraite et des prestations sociales que proposait le gouvernement, a été rejetée.
Ce qui signifie que le coût de cette suspension de la réforme, qui s'élève à 300 millions d'euros pour 2026, doit encore être financé par des contre-mesures budgétaires. Aujourd'hui donc, le système de protection sociale à la française, qui contient entre autres le régime des retraites, l'allocation chômage, le RSA ou encore le remboursement des consultations médicales, est de plus en plus fragilisé. L'État français républicain garantissait jusque-là à ses citoyens une certaine sécurité matérielle et vitale, de par diverses prestations sociales. Mais on le voit aujourd'hui, la pérennité de ce système de protection est de plus en plus incertaine. Une question se pose donc. L'État français est-il encore aujourd'hui en mesure d'assurer les besoins vitaux de ses concitoyens ? Et dans le cas où l'État faillirait à sa mission de protection sociale, sa légitimité en serait-elle fragilisée ? Selon Foucault et sa théorie de la biopolitique, c'est justement la capacité à gérer les besoins vitaux de la population qui seule légitime et fonde l'autorité de l'État moderne. Expliquons. Pensez le monde. Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris. Qu'est-ce qui, selon Foucault, fonde la légitimité du pouvoir moderne ? Pour Michel Foucault, la nature du pouvoir, c'est-à-dire ce qui fonde la souveraineté de celui qui gouverne, a profondément changé à partir du XVIIIe siècle. Dans sa leçon au Collège de France de 1976, intitulée « Il faut défendre la société », le philosophe explique que le pouvoir traditionnel du souverain jusqu'à l'époque moderne consistait principalement à un droit de faire mourir. Autrement dit, le pouvoir traditionnel consistait à détenir un droit de mort sur les sujets. Mais à partir du XVIIIe siècle, les rapports s'inversent et le pouvoir consiste en un droit de faire vivre et laisser mourir. C'est-à-dire que le pouvoir moderne, pour Michel Foucault, le pouvoir moderne du gouvernement consiste désormais à faire vivre les gouvernés. Dans un premier temps, au début du XVIIIe siècle, l'État moderne va mettre en place toute une série de stratégies disciplinaires pour dresser les individus, à travers l'école, la manufacture et la prison, dans le but de les rendre productifs. C'est ce que Foucault nomme l'anatomopolitique. Et cela signifie que la politique dirige l'anatomie, gouverne les corps. Mais ensuite, dès le milieu du XVIIIe siècle, apparaît une politique qui vise à gérer la vie de la population tout entière. À travers la médecine, à travers les statistiques, à travers les politiques de natalité et même l'architecture, le gouvernement moderne se donne pour objectif de prendre en charge la vitalité et la santé de la population. Ainsi, en augmentant la vitalité de la population, le gouvernement moderne veut bien entendu augmenter sa productivité. Cela, c'est ce que Foucault nomme la biopolitique. Le pouvoir moderne, donc, apparu milieu du XVIIIe siècle, a pour visée principale de prendre soin de sa population en utilisant notamment la rationalité médicale et statistique. Par conséquent, selon la thèse foucaldienne, ce qui fonde la légitimité du pouvoir moderne, c'est sa capacité à maximiser la vitalité de la population gouvernée. En ce sens, le développement d'une médecine accessible à tous, les politiques d'hygiène publique, l'accès aux soins, les campagnes de prévention sont autant de moyens mis en place par l'État moderne pour gouverner sa population par la rationalité biomédicale. Le système de protection sociale français est donc, au fond, un mode de gouvernance. L'État français fonde sa légitimité à gouverner la population française sur sa capacité à assurer aux citoyens un ensemble de mesures sociales qui maximisent leur vitalité, leur santé, leur longévité. L'État français moderne est légitime parce qu'il permet à la population d'être soignée gratuitement, d'avoir des minima sociaux, tels que le RSA, et de s'assurer une vieillesse décente grâce aux retraites. Cependant, avec ces débats à l'Assemblée sur le financement de la sécurité sociale, aujourd'hui fortement en déficit budgétaire,
Et avec ce vote d'une suspension de la réforme des retraites qui risque d'aggraver ce déficit, il est aujourd'hui évident que le système de protection sociale français est profondément fragilisé. Si demain, les minima sociaux, la gratuité des prestations médicales et les pensions de retraite venaient à disparaître, la raison d'être de l'État français, basée selon Foucault sur une biopolitique, c'est-à-dire une capacité à gérer la vie de la population, ne disparaîtrait-elle pas en même temps ? Autrement dit, le déficit grandissant de la sécurité sociale est peut-être aussi ce qui mènera à une fragilisation, voire une chute de la légitimité de l'État français à gouverner une population dont il ne peut plus assurer la protection sociale, la sécurité matérielle, la vie.
Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris. Bonjour, bonsoir. Vous écoutez Penser le monde. Nous discutons aujourd'hui de la difficulté pour l'État français à financer la suspension de la réforme des retraites et de la fragilité du système de protection sociale. La question que nous nous posons aujourd'hui est de savoir si la légitimité de l'État à gouverner la population se fragilise lorsque celui-ci n'est plus en mesure de mener une biopolitique efficace. Écoutons maintenant et commentons le cours de Michel Foucault au Collège de France, datant de mars 1976, intitulé « Il faut défendre la société », pour comprendre par quelle étape le pouvoir du souverain et de l'État est devenu un pouvoir sur la vie, une biopolitique consistant à gérer et maximiser la vitalité d'une population. Dans la théorie classique de la souveraineté, vous savez que le droit de vie et de mort était un des attributs fondamentaux de la souveraineté. Or, le droit de vie et de mort est un droit qui est étrange. Étrange déjà au niveau théorique, puisque qu'est-ce que c'est qu'avoir droit de vie et de mort? En un sens, dire que le souverain a droit de vie et de mort, ça veut dire au fond qu'il peut faire mourir et laisser vivre, en tout cas que la vie et la mort ne sont pas de ces phénomènes naturels, immédiats, en quelque sorte originaires ou radicaux, qui tomberaient hors du champ du pouvoir politique. Ça veut dire aussi, quand on pousse un peu plus, et si vous voulez jusqu'au paradoxe, ceci veut dire au fond que vis-à-vis du pouvoir, le sujet, il n'est de plein droit ni vivant ni mort. Il est du point de vue de la vie et de la mort neutre. Et c'est simplement du fait du souverain que le sujet a droit à être vivant ou a droit éventuellement à être mort. En tout cas, la vie et la mort des sujets ne deviennent de droit que par l'effet de la volonté souveraine. Voilà, si vous voulez, le paradoxe théorique qui doit se compléter évidemment par une sorte de déséquilibre pratique. Parce que qu'est-ce que veut dire de fait le pouvoir, le droit de vie et de mort? Non pas bien entendu que le souverain peut faire vivre comme il peut faire mourir. Le droit de vie et de mort ne s'exerce que d'une façon déséquilibrée et toujours du côté de la mort. L'effet du pouvoir souverain sur la vie ne s'exerce qu'à partir du moment où le souverain peut tuer. C'est-à-dire que c'est finalement le droit de tuer qui détient effectivement en lui l'essence même de ce droit de vie et de mort. C'est au moment où le souverain peut tuer qu'il exerce son droit sur la vie. C'est essentiellement un droit de glaive. Foucault nous explique donc dans ce premier extrait que le pouvoir traditionnel consistait surtout à faire mourir ou laisser vivre les sujets. En d'autres termes, ce qui donnait au roi sa légitimité pour gouverner sur son territoire, c'était sa capacité à donner la mort aux sujets désobéissants et aux ennemis de la nation. Cependant, à partir du XVIIIe siècle, la nature du pouvoir va changer, se métamorphoser. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, on a vu apparaître des techniques de pouvoir qui étaient essentiellement centrées sur le corps individuel. C'était toutes ces procédures par lesquelles on assurait la distribution spatiale des corps individuels, leur séparation, leur alignement, leur mise en série et en surveillance, l'organisation autour de ces corps individuels de tout un champ de visibilité. C'était aussi ces techniques par lesquelles on prenait en charge ces corps. On essayait de majorer leur force utile par l'exercice, le dressage, etc. C'était également des techniques de rationalisation et d'économie stricte d'un pouvoir qui devait s'exercer de la manière la moins coûteuse possible par tout un système de surveillance, de hiérarchie, d'inspection, d'écriture, de rapport, bref, toute cette technologie qu'on peut appeler technologie disciplinaire du travail. Après le pouvoir monarchique traditionnel, qui consistait essentiellement à un droit de tuer, le pouvoir devient disciplinaire.
À partir de la fin du XVIIe, du début du XVIIIe, ce qui va faire la force du souverain et de l'État, c'est sa capacité à discipliner les individus à travers diverses instances telles que l'école, l'administration ou la prison. Le souverain ne cherche plus à punir de mort ceux qui désobéissent, mais il cherche à rendre les hommes disciplinés afin d'augmenter leur productivité. Dans son livre « Surveiller et punir », Foucault montrera notamment comment, à partir de la fin du XVIIe siècle, la punition des criminels cesse d'être sanglante, ostentatoire. Les exécutions sur la place publique disparaissent, mais plutôt, cette punition devient minutieuse et productive. Apparaissent les prisons, qui vont donner une discipline du corps au hors-la-loi, pour en faire un sujet quadrillé, docile, discipliné. La nouvelle technologie qui se met en place s'adresse à la multiplicité des hommes, mais non pas en tant qu'ils se résument dans des corps, mais la multiplicité des hommes, en tant qu'elle forme au contraire une masse globale, affectée de processus d'ensemble qui sont propres à la vie et qui sont des processus comme la naissance, la mort, la production, la maladie, etc. Donc, après une première prise de pouvoir sur le corps, qui s'est faite sur le mode de l'individualisation, on a une seconde prise de pouvoir qui, elle, n'est pas individualisante, mais qui est massifiante, si vous voulez, qui se fait en direction non pas de l'homme-corps, mais de l'homme-espèce, après l'anatomo-politique du corps humain, mise en place au cours du XVIIIe siècle, on voit apparaître à la fin de ce même siècle quelque chose qui n'est plus une anatomopolitique du corps humain, mais ce que j'appellerais une biopolitique de l'espèce humaine. La troisième phase d'évolution du pouvoir et de la souveraineté, celle que nous vivons aujourd'hui, c'est une extension de la discipline corporelle qui va passer de l'individu à la population. Dans cette biopolitique apparue milieu et fin du XVIIIe siècle, l'État utilise la rationalité scientifique pour organiser, gérer, maximiser la productivité de la population. Ainsi, la biopolitique, c'est la gestion rationnelle d'une population par les statistiques, la médecine et l'architecture. Il s'agit d'abord d'un ensemble de processus comme la proportion des naissances et des décès, le taux de reproduction, la fécondité d'une population, etc. Ce sont ces processus-là, vous savez, qui justement, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, en liaison avec tout un tas de problèmes économiques et politiques sur lesquels je ne reviens pas là maintenant, ce sont ces problèmes-là, en gros, de natalité, mortalité, longévité, ce sont ces processus-là qui ont constitué, je crois, les premiers objets de savoir et les premières cibles de contrôle de cette biopolitique. Dans cette biopolitique, il ne s'agit pas simplement de, si vous voulez, du problème en gros de la fécondité, il s'agit aussi du problème de la morbidité, le problème de la vieillesse, de l'individu qui tombe par conséquent hors du champ de capacité d'activité. Et d'autre part, les accidents, les infirmités, les anomalies diverses. Et c'est par rapport à ces phénomènes-là que vont être mis en place, que cette biopolitique va mettre en place, non seulement des institutions d'assistance, elles existaient, elles, depuis très longtemps, mais des mécanismes beaucoup plus subtils, économiquement beaucoup plus rationnels que la grosse assistance à la fois massive et lacunaire, qui était essentiellement rattachée à l'Église. Eh bien, on va avoir des mécanismes plus subtils, plus rationnels, d'assurance, d'épargne individuelle et collective, de sécurité, etc. Enfin, dernier domaine, j'énumère les principaux, en tout cas ceux qui sont apparus à la fin du XVIIIe, début du XIXe, il y en aura bien d'autres après. Ici, Foucault explique plus en détail les objectifs que se donne l'État biopolitique moderne pour gérer sa population. Contrôler la natalité, réduire le taux de mortalité, minimiser l'impact des endémies, bref, prendre soin de la vitalité de la population, telle est la mission de l'État moderne biopolitique. Ainsi, en France par exemple, le système de protection sociale, la gratuité des consultations, les campagnes de prévention, les aides sociales,
les pensions de retraite, etc., sont des outils de gouvernance biopolitique qui permettent à l'État de contrôler, de gérer rationnellement et de maximiser la vitalité de la population française pour en maximiser la productivité. Nous comprenons donc qu'une crise du système de protection sociale équivaut à une crise de gouvernance étatique, car si l'État biopolitique n'est plus en mesure d'assurer sa mission de gestion du bios, de la vie d'une population, alors sa raison même d'exister, sa légitimité à gouverner, se voit nécessairement remise en cause, voire détruite. Pensez le monde. Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris. Merci à tous d'avoir écouté ce deuxième épisode de Penser le monde, où nous avons pu réfléchir avec Michel Foucault et son concept de biopolitique sur les enjeux de la crise du système de protection sociale en France. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio Campus Paris. Rendez-vous le vendredi de la 3e semaine de décembre pour notre prochain épisode. C'était Nordine. Prenez soin de vous. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est repenser en profondeur ce que c'est que le savoir. Le monde. There'll be some swapping of territories. Dans ce moment-là, la France est regardée. Pensez le monde quand les actualités politiques se confrontent à la philosophie. Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris.